Je tiens à remercier Marc, parce que, effectivement, il va, vous décrire, par le menu, l'objet des contrôles et ce sur quoi vont porter les contrôles, à venir sur les problèmes d'étanchéité au biogaz, dans les unités pour vérifier que tout est conforme à la réglementation. Merci à lui parce qu'il a fallu, aussi qu'il négocie ça avec son administration centrale pour, s'assurer qu'il puisse nous, donner toutes ces informations-là. Donc cette partie du diaporama que va vous présenter Marc sera diffusée et vous pourrez y avoir accès plus tard, sachant que les diapos de Marc sont assez, voilà, il y en a un certain nombre, on n'aura peut-être pas tout le temps de les passer ou peut-être qu'il va passer assez vite sur certaines. Marc, je te laisse la parole. En tout cas, tout sera disponible ensuite dans le retour sur événement au niveau de la Voilà. diaporama de Marc. Alors, on va essayer d'être efficace et assez court pour présenter l'ensemble des choses. Euh, L'idée en la matière, c'est pourquoi cette année, on va parler plutôt de contrôle d'étanchéité, tout simplement parce que… Alors juste Marc, on voit toutes tes diapos à gauche, ce qui peut faire un peu peur. Et du coup, c'est plus en plein écran. Voilà, c'est pas en plein écran. attends, il faut que Euh, j'ai mais le… sinon, ça va, on voit bien. Enfin, moi, pour Attends, ma part, en tout cas, je pas de souci. attends, j'ai perdu mon écran. Non, mais le mieux est l'ennemi du bien. Vas-y, continue comme ça. On va essayer de le faire comme ça. Bon, tant pis, désolé. Euh, donc, on voit qu'on l'a vu, hein, le nombre d'installations de méthanisation a beaucoup évolué ces dernières années. L'accidentologie, Aurélie en a parlé, ça va de pair, ça monte. On est sur une filière qui n'est pas encore tout à fait mature. On essuie encore des plâtres. Et donc, on voit qu'elle augmente, mais finalement, pas de façon si compliquée que ça et si alarmante que ça. Et par ailleurs, on a l'acceptabilité sociale qui est de plus en plus difficile sur ce type d'installation. Et donc, on essaie d'avoir des installations sûres pour permettre une meilleure acceptabilité sociale, même si ce n'est pas toujours le premier argument qui est mis en avance par les opposants. On a, après 10 ans, un premier retour d'expérience, et Aurélie, notamment avec les travaux du BARPI, on a fait évoluer la réglementation là-dessus. D'où cette année, puisque la réglementation a évolué il y a maintenant 1 an et demi, on a proposé cette année d'avoir un élément sur les fuites, fuites chroniques plutôt. C'est ce qui va nous, puisque c'est à la base, c'est des fuites chroniques et un jour, ça devient des fuites accidentelles. Donc, plus on intervient tôt, mieux on se porte. Donc ça, c'est l'exemple qu'a présenté tout à l'heure euh, Guillaume. Ah, peut-être que je vais pouvoir… Voilà. Le mieux est l'ennemi du mieux maintenant. Donc, sur ces fiches conseils de Félix, qui sont, à mon sens, assez intéressantes et très concises et permettent aux exploitants d'avoir un certain nombre de vues d'ensemble. Et donc, j'invite vraiment le jour où elles seront pleinement disponibles, que chacun s'en serve comme pense-bête pour ne jamais oublier les choses. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont obligatoires aussi, qui sont rentrés, hein, avec limiter au maximum les fuites fugitives. Comme cela a été dit, la méthanisation est vertueuse pour l'impact sur l'environnement dans la mesure où les fuites sont maîtrisées. On va imposer un certain nombre de pourcentages de fuite maximum. 1% aujourd'hui et à partir de 2025, on sera plus qu'à 0,5% sur le biométhane, ce qui est faible globalement. Mais on a vu, hein, que ça représente quand même un volume financier qui est important. Donc, ça vaut le coup de travailler là-dessus. Ça peut permettre de faire des économies quand même en contrepartie. On va imposer un certain nombre de contrôles d'étanchéité par des tiers ou si l'exploitant a le matériel, il pourra le faire lui-même. Et puis, beaucoup de maintenance, on va le voir sur les différents points que l'on va détailler juste après. Et puis, aujourd'hui, la torchère est ou un moyen permettant la destruction du biogaz en permanence sur site est obligatoire pour toutes les unités mises en œuvre après 2021.
après juillet 2021. Et pour les précédentes, pour celles qui ont été créées auparavant, il y a une obligation aujourd'hui de disposer d'une, entre guillemets, torchère à roulettes dans les 6 heures pour pouvoir détruire le biogaz, puisqu'on le rappelle, il vaut mieux rejeter dans l'atmosphère du CO2 que du CH4. Donc, on a une action, on a une action qui consiste à contrôler un certain nombre d'établissements aujourd'hui. Tous les régimes sont confondus, sont pris en cause. Et globalement, sur la région, ça va représenter environ 45 inspections sur les, alors en DDPP ou en DREAL, puisqu'il y a des méthaniseurs qui sont aussi en DREAL. Mais si on prenait rien que ces installations-là par rapport au volume global des installations que l'on va contrôler en Auvergne-Rhône-Alpes du côté des DDPP, ça nous fait à peu près 10% de nos inspections qui seront focalisées sur cet élément-là. Donc, on voit bien que c'est un enjeu qui est important et majeur pour nous, pour fiabiliser les établissements. Je vais vous détailler, comme vous l'a dit Guillaume, les différents points qu'on va regarder sur cette action, alors qui n'est pas une action coup de poing, qui est une action nationale, répartis sur toute l'année, les différents points que l'on va venir voir lorsqu'on sera dessus. La première chose, comme dans la majeure partie des inspections, on va vérifier le classement de l'installation, vérifier qu'on est bien dans la bonne nomenclature, qu'on est bien dans le bon régime, parce qu'en fonction du régime, les prescriptions ne sont pas exactement les mêmes. Donc, la première chose que l'on va demander aux exploitants, c'est les tonnages qui sont entrés sur les années précédentes, les matières, le type de matières qui sont rentrées, puisque vous savez que le classement est lié au volume, mais aussi à la nature des intrants. Et on pourra se retrouver avec 1, 2 ou 3 rubriques concernées, notamment la 3532, auquel on ne pense pas toujours, qui est une rubrique qui est du traitement biologique, qui va en plus des rubriques en 2781 sur la méthanisation, qui inclut, elle, notamment méthanisation et compostage. Et donc, pour les sites où il y a les deux, on sera amené à vérifier la totalité, ainsi que le stockage de gaz. Et là, c'est tout, la totalité du gaz. Ce n'est pas du CH4 qu'on va comptabiliser, mais c'est bien le biogaz. Ça serait peut-être plus intéressant pour les exploitants si on comptait du CH4, puisque le CH4 est moins lourd que le biogaz en général. L'intérêt aussi d'avoir le bon régime, s'assurer du bon régime, en dehors d'être en règle, c'est que les prescriptions ne sont pas exactement écrites de la même manière. Quand on voit sur les phases d'enregistrement, enfin les phases de démarrage, d'arrêt, de reprise, entre l'autorisation et l'enregistrement, les prescriptions ne sont pas écrites exactement les mêmes. Pour autant, globalement, on va aller vérifier à peu près les mêmes dans les attendus. On va aller vérifier qu'on a bien tous les détails des équipements et leur conformité avec les zones ATEX. Vérifier tout ce qui est procédure d'arrêt et de remise en fonctionnement, puisque pour de l'infiniment mélangé, la remise en fonctionnement est relativement n'intervient normalement pas très souvent. Par contre, quand on a une installation en stop and go, il y a des procédures d'arrêt régulières et de remise en fonctionnement régulier des différents garages de méthanisation. On va demander comme pièces, notamment toutes les factures qui correspondent aux équipements qui doivent correspondre à la norme ATEX, et sur les documents de facturier doit apparaître cette conformité. On pourra aussi aller voir par sondage certains équipements pour s'y assurer, sauf que ça ne saute pas toujours aux yeux entre un matériel ATEX et pas ATEX. Par ailleurs, on a aussi tous les rapports d'étanchéité qui devront apparaître en la matière. Plus, on vous demandera les procédures qui ont été mises en place sur le travail avec point chaud ou flamme, puisque on sait bien qu'il y a des permis qui doivent être délivrés. Donc,
la plupart du temps, vous nous les mettez dans les dossiers, c'est très intéressant. Maintenant, une fois qu'on est en fonctionnement, il faut s'assurer qu'ils soient bien utilisés, bien remplis, bien signés par chacune des parties qui doivent en prendre connaissance. Un des points ciblés, c'est l'épuration. Où c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, où il y a aujourd'hui, on est à 2% du biométhane qui est produit, où on peut accepter des pourcentages de perte. Demain, on ne descendra qu'à 1%, ce qui veut dire qu'il va nous falloir des contrôles annuels en la matière et on appliquera tout ça à partir du 1er juillet prochain. C'est-à-dire que lorsque, pour la plupart des installations, on va venir vous poser des questions sur ces éléments-là. Quand ce n'est pas encore obligatoire pour certaines installations, notamment qui sont en dessous de 50 nanomètres cubes par heure, eh bien, c'est important de se dire quels sont les moyens que l'exploitant se donne pour pouvoir répondre à ce type de questions. Compatibilité du matériel au gaz et à la corrosion, c'est un élément important puisque on s'est rendu compte régulièrement et sur des installations importantes, y compris avec de l'inox qui est normalement inoxydable, sauf qu'on sait très bien qu'il n'y a pas un inox, il y a des inox. Et donc là-dessus, il faut s'assurer que les matériaux qui ont été bien proposés sont bien compatibles d'une part avec ce que l'on doit contenir, mais aussi avec, avec les gaz en la matière. Et cette corrosion-là, c'est des éléments réguliers qui conduisent, s'ils sont détectés très tôt, c'est juste un incident. S'ils sont détectés vraiment tard, ça peut conduire à des arrêts installations relativement longues en la matière. Donc, tous les équipements maintenant mis en place, cette prescription s'applique, mais ça n'interdit pas, si la prescription n'est pas directement opposable, à être extrêmement vigilant en la matière. Essayez de disposer de tous les certificats sur la qualité des inox, notamment, mais aussi des joints et des tuyaux que vous allez utiliser. On a vu des tuyaux en plastique faits pour transporter au milieu de l'eau, essayer être utilisés pour transporter et faire naviguer des effluents et qui, forcément, entre le soleil et les digestats ou les effluents apportés, n'ont pas tenu le coup avec des incidences, des conséquences extrêmement fortes. Même chose, tout ce qui est matériel de raccordement, ce qui est attendu, c'est qu'il y ait des vérifications régulières, des vérifications de détection, notamment si les raccords ne sont pas soudés, du calibrage de tous ces éléments de détection, parce que, comme on l'a dit, toutes les sondes sont très intéressantes, sauf qu'elles doivent être calibrées, puisque globalement, leur calibrage a tendance à pouvoir évoluer au gré du temps. Donc, non seulement il faut qu'elles soient présentes, qu'il faut qu'elles soient réglées et qu'elles soient calibrées régulièrement pour s'assurer de leur fonctionnement. Dans les exemples présentés par Aurélie, on a vu que la sonde, elle y était, mais elle ne marchait pas. Et ça, il faut que ça soit vérifié très, très régulièrement. Vérifier aussi les présences de ventilation quand elles sont nécessaires et tenir hors gel les systèmes de condensation, mais aussi les soupapes. Auparavant, on se disait que les soupapes qui allaient geler, c'était uniquement dans les zones du Grand Est, mais on a eu un incident dans le sud de la France avec, pendant quelques jours, il a gelé et le matériel n'était pas prévu. Le suivi des rejets, suivi de rejets et qualité de biogaz, c'est de disposer de toutes les analyseurs de gaz qui sont prévus sur le site, vérifier les rythmes d'analyse, encore une fois du calibrage, je le redis, et avoir un certain nombre de registres sur la qualité du gaz. Et donc, ça peut très bien être des registres informatisés, et on n'est pas obligé d'avoir du papier à côté, mais il faut que ces registres soient consultables à la demande de l'inspection à tout moment.
Et bien évidemment, vérifier que les seuils d'H2S notamment soient respectés. La plupart des prescriptions qui apparaissent là dans le diapo, c'est ceux sur l'enregistrement. Les seuils ne sont pas exactement les mêmes en déclaration ou en autorisation, donc il faudra y faire quand même attention. Toujours sur les équipements, notamment sur la destruction du biogaz, hein, aujourd'hui, elle est obligatoire d'être présente à tout moment sur toutes les nouvelles installations. Il faut qu'elle réponde à un certain nombre de normes aujourd'hui. Sur les anciennes sites, si on n'a pas d'installation sur site, il faut qu'elle soit là dans un délai de 6 heures. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc, ces vérifications-là, il n'est pas interdit de faire déclencher une soupape de temps en temps pour vérifier. Vous avez un document, marquez-le. Tel jour, j'ai testé le démarrage de la torchère et elle a fonctionné. Je suis arrivé sur un site, hein, à titre personnel, où la torchère n'a jamais voulu démarrer, alors qu'elle aurait largement dû le faire auparavant. Tout simplement parce que la corrosion était venue s'installer en la matière. Donc, la maintenance, une fois de plus, c'est extrêmement important. Et puis, on va vérifier aussi sur les nouvelles installations les distances d'implantation qui sont fixées maintenant par les arrêtés ministériels entre les installations de destruction de biogaz et les autres équipements, notamment avec les matières combustibles. Toujours sur les éléments pour la destruction du biogaz, on va vérifier un certain nombre de points, et notamment les capacités de stockage, la vérification des différents éléments de mesure et de gestion de ces capacités de stockage, et puis, je reviens, c'est une marotte, mais vous l'avez vu, hein, c'était dans les éléments de bonne conduite présentés par Aurélie, c'était que les programmes de maintenance sur tous les éléments seront vérifiés par mes collègues lors des inspections. Il faut que l'ensemble de l'installation soit suivi avec des pièces, si nécessaire, sur place ou une capacité de disposer des pièces dans des délais extrêmement restreints pour le bon fonctionnement de l'installation. Arrêter une installation quand elle est programmée, c'est beaucoup plus confortable que d'arrêter une installation lorsqu'elle fonctionne à plein. Marc, je te propose de faire une petite pause, voir s'il y a des Oui. questions. Là, on va passer ensuite à un autre thème. Il reste encore quelques diapos. Il y avait juste une question. Alors, Yann, je ne sais plus si tu l'as en tête. J'ai vu passer une question sur, le taux de fuite maximal autorisé sur une installation de méthanisation. Le taux de CH4 dans l'eau gaz ne correspond pas à une fuite en tant que telle. Eh bien, globalement, on a retenu essentiellement ce que l'on a vu dans le précédent, les précédents slides. Si je remonte, les seules fuites qui sont retenues, ce sont celles-là. Sauf que on a vu qu'il fallait, et ça c'est l'INRAE qui l'a dit, à partir de 5% de fuite, on se retrouvait avec un bilan qui n'était pas satisfaisant d'un point de vue environnemental. Donc ça veut dire qu'il faut être en dessous d'un point de vue réglementaire, et les chiffres que l'on a là, ils sont ceux effectivement du off-gaz que l'on retient d'un point de vue réglementaire. Et c'est vrai que donc, la personne qui posait la question, c'est M. Barriot de Prodeval, hein, fabricant d'épurateurs. C'est pas simple, ça. Alors, c'est vrai que c'est des fuites dans le sens où elles ne sont pas maîtrisées, mais en même temps, c'est des fuites liées à de la conception de process. Et il n'est peut-être pas simple aujourd'hui encore d'aller vers des limitations encore plus importantes au niveau des épurateurs pour les émissions. Pour l'instant, le suivi, ce qui est important, c'est qu'on ait des suivis, qu'on sache où elles ont lieu et comment on peut les réduire, autant que se faire se peut. C'est extrêmement important parce que c'est ce qui va permettre d'éviter bien souvent les difficultés majeures par la suite. Une corrosion, ce n'est pas en 5 minutes que ça se fait.
La corrosion, elle va commencer par une micro-fuite, puis une fuite plus importante avant la rupture. Non, mais là, on Et parle en donc, fait des épurateurs, c'est des oui, oui, épurateurs mais de. sur les épurateurs, effectivement, ils doivent générer un minimum D'accord. de rejet en la matière, et c'est ce qui est prévu par le texte. Alors, il y a des nouveaux messages. Alors, qu'en est-il des fibres de l'ouvrage Alors, c'est Madame Hélène Baraguet, alors de BG. Je ne connais pas BG, mais du coup, qu'en est-il des fuites de biogaz au niveau de l'ouvrage d'Isester? Y a-t-il une tolérance? Voilà. Y a-t-il une tolérance? Je vais dire, il n'y a pas de pourcentage retenu. Il faut qu'elle soit le plus réduite possible, puisque le texte dit les rejets de méthane dans l'atmosphère, les rejets directs de méthane dans l'atmosphère sont interdits. Donc, s'il y en a une, il faut qu'il y ait une mesure corrective qui soit mise en place pour qu'elle cesse. Alors Voilà. notamment, hein, là-dessus, il y a le digesteur, enfin en tout cas le gazomètre, hein, le gazomètre double membrane notamment. Alors monomembrane, c'est encore plus effectivement compliqué, mais c'est compliqué à repérer. Mais dans le gazomètre double membrane, il faut bien vérifier l'étanchéité de la double membrane. Et ça, c'est relativement simple à faire, entre guillemets. Mmh. Enfin, voilà, je dois vous avouer que je n'ai jamais fait, mais globalement, avec un renifleur, et on mesure l'air intermembranaire. On essaie de voir s'il y a du biogaz dans l'air intermembranaire. Je vous montrerai éventuellement une photo tout à l'heure. Alors, on va continuer. Ça y est, on a Alors, dépassé l'horaire, hein, il est 12h30. Il reste encore 9 diapos, je crois, sur ouais, l'aspect réglementaire. Je propose qu'on les finisse tranquillement, puisque là, voilà, c'est quand même l'objet de la campagne qui qui va avoir cours en région. On va les finir tranquillement. Et puis, eh bien, pour ceux qui doivent partir, désolé, vous aurez en tout cas la disponibilité, mise à disposition la partie du diaporama de Marc très, très rapidement. Vas-y, alors, Marc, je te laisse continuer. toujours sur les équipements, euh, les exploitants doivent tenir un registre sur la mise en route des torchères ou autres installations de destruction qui doivent nous permettre de connaître les volumes. Alors, la torchère, ça peut être un temps par le volume qui est consommé par la torchère. Il n'y a pas forcément d'avoir besoin d'un compteur. Même chose si on a une chaudière pour détruire le biogaz en excédent. Sauf que voilà, il faut par contre tenir un registre là-dessus. Au-delà de 6 événements, l'exploitant doit en informer l'inspecteur. Et donc, l'inspecteur sera toujours beaucoup plus grognon, on va dire ça comme ça, s'il se rend compte que sur le registre, il y a plus de 6 événements et qu'il n'a pas été mis au courant. Et surtout, derrière, qu'on ait une analyse des causes et quelles sont les mesures correctives qui ont été mises en œuvre. Pourquoi, pourquoi régulièrement la torchère se met en route? C'est sans doute qu'il y a un problème quelque part et que ces problèmes-là, ces causes doivent être recherchées et mises en œuvre avec des mesures correctives. Est-ce qu'il faut changer la ration? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, mais il faut que l'exploitant se pose des questions. Le biogaz, il doit être le plus possible valorisé. Sur les consignes et les procédures, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et on voit que de 3-4 consignes au départ ou procédures, maintenant, on commence à en avoir une dizaine. J'en ai sans doute oublié là-dessus parce qu'il y a aussi, mais toutes ces consignes, un, elles doivent exister, et deux, elles doivent être, c'est le dernier point qui est un point important, qui doit être diffusé auprès des personnels. C'est des choses qui, pour ce qui me concerne, régulièrement, j'essaye de voir avec les opérateurs pour savoir si la belle fiche que j'ai pu voir au bureau est effectivement connue par les opérateurs. Si ce n'est pas le cas, ça ne sert pas à grand-chose. Moi, j'aime bien les consignes, mais je préfère qu'elles soient bien comprises et appliquées par les opérateurs. Sur les échantillons, sur l'étanchéité des équipements, ben voilà, il y a un programme de contrôle et un programme de maintenance. Et ce programme de maintenance, il n'est pas fait une fois à la vente de l'installation, il est régulièrement actualisé en fonction des choses qui s'usent sur le site. Et comme l'a dit Aurélie, si le constructeur il considère qu'il faut changer les joints tous les 3 ans, on change les joints tous les 3 ans, même si on n'a pas l'impression
qu'il y ait des difficultés. Sur les bâches, on se rend compte que plus les bâches ont une tendance à bouger, à gonfler et à se réduire, plus elles fatiguent et plus tôt il va falloir regarder de très près l'entretien de ces bâches et s'assurer qu'il n'y a pas des fragilités à certains endroits. Bien souvent, on disait 10 ans une bâche. Aujourd'hui, on dit, la plupart du temps, c'est 7. Et je pense qu'il est raisonnable que bien avant, on commence à s'inquiéter de la qualité de la bâche autour de 5 ans, sans pour autant la changer immédiatement. Mais cette vérification-là, elle doit être prévue, vérifiée, inscrite et qu'on puisse suivre et à vérifier qu'effectivement, il y a des choses qui ont été faites. Sur les différents réseaux, c'est pareil. On a des tuyaux qui sont censés ne pas se corroder ou ne pas être abîmés par le flux de matière qui passe. Sauf qu'on on a des flux qui se baladent, notamment dans les percolas, qui sont assez agressifs, assez acides. Et donc, de ce fait, il est plus que nécessaire d'avoir des vérifications et des programmes de maintenance, une fois de plus, sur les joints de porte, notamment sur les stop-and-go. Ces joints-là, on voit qu'ils sont mis à très rude disposition et donc il faut les vérifier régulièrement et les changer à la moindre alerte. Parce qu'un défaut d'étanchéité d'un joint, c'est tout de suite des volumes de percola digesta qui vont s'échapper, plus le gaz, et avec les difficultés qu'on a pu connaître dans un certain nombre d'installations sur ces points-là. À nouveau, tous les moyens de comptage, d'analyse, de tout ce que vous voulez, il faut qu'ils soient vérifiés et qu'ils soient calibrés pour éviter toute dérive, parce que tout moyen de comptage a vocation à dériver. J'en connais aucun qui soit capable d'être tout bien comme il faut, du début à la fin de leur vie. Même une sonde pH, c'est peut-être un des éléments les plus réguliers, mais les sondes de température aussi. Et ce sont des éléments extrêmement importants pour le suivi des installations. Donc, c'est les campagnes de vérification de tous ces éléments d'enregistrement et de comptage, plus leur calibrage, feront partie des choses que l'on va regarder d'assez près en la matière. Alors, sur un site tout neuf, on regardera sur ce qui est le programme de maintenance. Sur les sites plus anciens, on vérifiera un peu ce qui est changé et quel est le niveau de suivi. Merci. Juste Marc, avant de passer aux 4 dernières diapos sur l'astreinte et la zone ATEX, est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y avait une question sur les 6 événements de torchage. C'est sur un pas de temps de combien? De 1 an, c'est ça? Enfin, c'est par an. C'est par an. C'est sur 1 an. Sur 1 an. Voilà. Et puis, il y avait une question sur est-ce que les rejets au niveau du stockage digesta, notamment, sont considérés comme des défauts d'étanchéité? Alors, normalement, les stockages de digesta aujourd'hui seront couverts. C'est une obligation réglementaire. C'est plus ou moins simple et c'est plus ou moins compliqué en fonction de l'âge des fosses de stockage. Mais aujourd'hui, on considère que le stockage de digesta, notamment des digesta liquides, doivent être couverts pour éviter effectivement. Au stockage, on considère qu'un lisier, c'est à peu près 7% des émissions, notamment des NH3, et que la couverture permet de bloquer 90 à 95% de ces émissions. Sur le biogaz, c'est à peu près la même chose. On est à peu près sur les mêmes pourcentages de captage. Le reste, on sait qu'on n'est pas totalement étanche sur les stockages, sauf à ce que ça soit un post-digesteur. Mais sinon, on n'est pas totalement étanche. Et là, effectivement, on acceptera toujours une part d'émissions au stockage.
Parce qu'en résumé, hein, ce qui est obligatoire aujourd'hui, c'est la couverture du stockage digesta par une bâche qui permet d'éviter la pluie et voilà, qui rend imperméable le stockage de digesta, mais ce n'est pas une obligation liée à un gazomètre. Hein. Non, ce n'est pas un Ah, gazomètre, c'est une installation de stockage. Alors, la couverture de ces fosses-là enfin, a été rendue obligatoire, non pas pour les émissions d'ailleurs de CH4, parce que si la durée de digestion a été suffisamment longue, normalement au stockage, on devrait en avoir peu ou pas. Peu, on va dire. Par contre, on aura beaucoup d'émissions de CH4, de NH3, d'ammoniac, et c'est surtout ces émissions-là que l'on a voulu gérer dans la couverture des fosses. Et c'est la même chose dans la couverture des tas. On ne demande pas qu'il soit sous un toit, on demande qu'il soit sous une bâche qui puisse limiter des émissions, notamment d'ammoniac. voilà, mais c'est vrai que le stockage digesta par un gazomètre, hein, nous en région par exemple, c'est un des critères pour avoir accès, alors non pas de sélection pour avoir accès aux aides à l'investissement pour le FEDER, mais un critère qui permet de classer les projets, parce que même si réglementairement il n'y a pas l'obligation de équiper par un gazomètre, eh bien, globalement pour l'image de la filière et puis même pour quelque part sans doute aussi aider à la rentabilité, hein, sachant que les temps de séjour sont des fois un peu courts, notamment avec les nouveaux modèles économiques où on restreint un petit peu les dimensions des digesteurs, eh bien, couverture par un gazomètre du stockage digesta, c'est a priori quand même quelque chose à fortement conseiller et essayer de mettre en place. Pour ne pas dire indispensable à mon sens, et notamment sur Monodigesteurs. Mm. monodigesteurs, Mm. c'est même plus indispensable. Ça me paraîtrait obligatoire pour avoir une. Ça devrait être obligatoire. C'est pas dans les textes et on n'a pas prévu de les changer tout de suite. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais d'un point de vue approche environnementale, ça me paraît indispensable. Voilà, exactement. Et ça se réfléchit aussi, ça, dès la conception. Du coup, là, je vous renverrai vers les fiches, Félix, qui vont être bientôt publiées après l'été. Ok, bah, écoutez, on reprend. Alors, il y avait juste une question quand même de Madame Baraguet qui parlait au niveau des fuites de digesteurs, au niveau des bétons. Mais là-dessus, effectivement, il ne doit pas y avoir. Alors, les bétons, alors, le jour où il ne restera que la porosité au gaz des bétons à traiter, On sera déjà pas trop mal. on n'aura plus trop de difficultés en la matière. C'est vraiment pas la difficulté. J'ai plus de difficultés avec les bétons ou avec les inox, c'est exactement la même chose, à leur proportion à se faire grignoter par les acides générés par la digestion. Et notamment quand on précipite dans le ciel gazeux le soufre, c'est très bien parce que ça fait baisser le taux de soufre dans le gaz, mais si on a de l'humidité sur la bâche, on aura au niveau du contact ciel gazeux liquide la formation d'acide sulfurique ou sulfureux, c'est pas beaucoup plus intéressant, et donc des corrosions des cuves. Voilà, ça, oui, il faut y réfléchir de façon marquée en la matière, mais la présence entre le gaz, la zone béton en contact avec le gaz, il est limité et les émanations via le gaz sont quasi peanuts. Et donc, je pense qu'on a, c'est pas une question. Ok. Allez, merci Marc. On finit avec les 3 ou 4 dernières diapos. Ouais. 3 diapos. Sur l'astreinte, j'y reviens. On a vu que beaucoup d'accidents, d'incidents arrivent le dimanche. C'est la loi de l'emmerdement maximum. Mais bien souvent, ça commence le vendredi et ça finit par sortir le dimanche. Il est nécessaire aujourd'hui d'avoir une astreinte 24-24, 365 jours par an. Le tout, c'est qu'effectivement, il faut qu'elle marche. Un, il faut qu'elle soit mise en place. Deux, il faut que les intervenants aient les compétences et la formation. Et trois, il faut qu'elle soit que les astreintes à distance soient opérationnelles. Donc les renvois, il faut qu'ils fonctionnent. On peut être amené à vous demander, en tant qu'exploitant, de simuler, entre guillemets, une vérification, une astreinte
enfin une astreinte, un dysfonctionnement pour s'assurer que le renvoi vers le téléphone de celui qui est censé la recevoir l'est bien. Et puis, la vérification des accès jour et nuit est importante en la matière, puisque on n'est jamais à l'abri d'une volonté de quelqu'un de vouloir mettre à mal une installation. Sur les zones ATEX, bien évidemment, il y a un classement qui doit être fait. Donc, on vérifiera que le classement a bien été fait, que les zones qui ont été classées ATEX, on dispose bien des affichages nécessaires, que ceux qui rentrent dans ces zones potentiellement ont bien posé leur téléphone, par exemple, ou disposent bien des éléments de suivi pour s'assurer qu'il n'y a pas de détection, notamment de gaz, vérifier le calibrage de toutes les alarmes et vérifier à nouveau les conditions d'accès jour-nuit, qui sont quand même des éléments à nouveau importants en termes de sécurité. Et l'alimentation électrique, on y revient. Donc, cette présence aujourd'hui, elle est obligatoire pour toutes les nouvelles installations. Elle est indispensable pour les anciennes. On a vu plusieurs exemples d'alimentation, de défauts d'alimentation qui ont conduit à des difficultés importantes. On l'a vu l'hiver dernier, on a eu des risques de coupure de courant et les méthaniseurs ne faisaient pas partie des installations à qui on n'aurait pas coupé le courant. Donc, ça veut dire que pendant le temps de la coupure, c'était 2 heures, c'est pas beaucoup. Il est nécessaire que l'installation soit mise en sécurité et qu'elle continue à fonctionner. Sauf que un gros orage, comme on a eu le plaisir de toucher hier soir sur Chambéry, c'est pas 2 heures de coupure de courant, ça peut être 6, 8, 10. Et donc, il faut qu'il y ait des installations, des rebouclages via le moteur, pourquoi pas, mais que toutes les installations de sécurité puissent être réalimentées par l'extérieur avec les installations qui vont bien pour les avoir et s'assurer que les opérateurs ne fassent pas n'importe quoi et branchent bien le bon truc au bon endroit pour que l'installation continue de fonctionner. Donc ça fait partie des éléments. Donc c'est obligatoire sur tous les nouveaux, c'est indispensable, je le répète, sur les anciens. Voilà, je vais laisser la conclusion à Guillaume, sauf erreur. Merci Marc. Alors je regardais, est-ce qu'il y a des questions? Non, on n'a plus que les motivés qui sont quand même encore 42. On est monté jusqu'à 54 personnes dans le webinaire. Merci à vous. Il n'y a pas de questions. Sinon, est-ce qu'il y a des mains levées peut-être pour prendre la parole en direct avant de conclure? Ou est-ce que vous avez tous faim? Tout était clair et qu'il n'y a pas de remarques? Écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de main levée, pas d'autres questions. Ok, merci en tout cas Marc. Alors, dans les 45 contrôles qui sont plus ou moins, plus ou moins 45 qui sont prévus en région, là, ça a déjà commencé? Certains se sont déjà lancés dans mes collègues et là, je pense que le gros va intervenir dans les semaines et mois à venir. Je pense. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, alors, je ne sais pas si le partage d'écran a fonctionné. Vous voyez mon Ouais, c'est écran? bon. Ouais. Nickel. Ok. Écoutez, pour finalement conclure, voilà, quelques recommandations sur ces problèmes d'étanchéité. Il y a d'abord des actions au quotidien par l'exploitant avec des rondes, avec un analyseur multigaz portable et son renifleur. J'en parlais dans le chat. Ça coûte 500 €. Voilà, il y en a un petit en photo là. C'est une fois par an faire venir un prestataire qualifié. Il y a une liste qui est disponible, je vous ai mis un lien, et puis nous, on en connaît un certain nombre en région aussi, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Et voilà, c'est à peu près 1500, 2000 € pour faire venir, et pendant une journée, une demi-journée à une journée, il passe avec une caméra infrarouge, si possible refroidie, c'est l'une des meilleures technologies disponibles, et puis il repère tout ça, notamment les émissions de biométhane qui ne sont pas facilement repérables avec un renifleur.
Et puis, un dernier conseil quand même, on y revient, couvrez votre digesta, même si aujourd'hui ce n'est pas en ligne de mire des contrôles, hein, la couverture de la fosse à digesta, c'est quand même, on a remarqué, et de plus en plus, on le constate, un lieu d'émission important, voilà, en lien notamment avec des temps de séjour qui sont pas forcément toujours suffisants. Je me permets, pour les motiver, de donner en primeur voilà, les fiches qui vont sortir. Ça sera de ce type-là. Vous voyez, une fiche conseil sur l'étanchéité des éléments traversants. Regardez cette belle petite émission en lien avec un brasseur qui a été déplacé, de la graisse qui n'a pas été remise. Voilà, lien avec des éléments de serrage, vous voyez là en dessous, des brides qui ont été mal serrées et donc des émissions. La dernière que je vous montre, c'est sur le gazomètre double membrane ou monomembrane avec une rustine qui n'a pas tenu, ou là, des émissions en lien avec le gazomètre sur un double membrane. Voilà, toutes ces fiches-là, vous les aurez bientôt. Elles seront de ce type-là, et il y en a 9 qui vous aideront, j'espère, à garder tout ça en mémoire et à diminuer fortement les émissions fugitives non contrôlées, et donc à améliorer l'étanchéité des digesteurs et de la méthanisation aux fuites de biogaz. Merci à vous. Je suis désolé, on a un peu dépassé. J'ai l'impression que dans le chat, il y a encore quelque chose. Les plus grosses fuites que je constate après débâchage, faire passer une caméra. D'accord, là, eh bien, oui, parce qu'effectivement, une fois qu'on a débâché, après, il faut effectivement arriver à s'assurer que tout est bien rattaché avec effectivement les brides. Merci à vous, je ne vous retiens pas plus, il est 12h50. Je vous envoie rapidement le lien vers la partie du diaporama de Marc. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite un bel été. Et les fiches, oui, seront libres de droit et vous pourrez les diffuser sans problème. C'est un programme issu de l'ADEME, donc financé par l'argent public et par l'ADEME. En l'occurrence, c'est un appel à projet Graines, et ces fiches seront en libre disposition. Tout à fait. Voilà. Je vous en ai donné un avant-goût. Elles ne sont pas tout à fait finalisées. On y travaille encore un peu avec les partenaires. On a quelques finalisations à faire, mais vous voyez, elles sont colorées, agréables et joyeuses pour des choses qui sont quand même pas si simples à régler, et pour lesquelles toute la filière se mobilise. Merci à vous. Encore désolé pour le retard, mais voilà, écoutez, on fait comme on peut. Bel été à vous et bon appétit. Merci. Au revoir.